Le silence qui avait suivi la dispersion des cendres de maman était lourd, poisseux, bien plus insupportable que la fanfare des sanglots forcés entendus à Hill, église. Nous nous étions réfugiés dans la grande salle de réception que Robert, avec son sens habituel de la grandeur ostentatoire, avait louée dans un hôtel particulier du 6e arrondissement. Tout était trop blanc, trop parfait, contrastant cruellement avec le vide laissé par celle qui nous avait quittés. Je sentais les regards furtifs des tantes et des cousins, des amis proches qui avaient vu, au fil des années, Ouril, écart grandir entre Robert, l'enfant prodige qui avait réussi dans la finance, et moi, Élise, Ouril, éternelle artiste bohème, celle qui avait toujours besoin d'aide, celle qui avait toujours manqué de jugement. La réalité était plus subtile, bien sûr, mais les récits familiaux ne s'embarrassent jamais de nuances. Robert, drapé dans un costume anthracite d'une coupe irréprochable, jouait le rôle du fils éploré avec une maîtrise exaspérante. Il serrait des mains, acceptait des condoléances en inclinant légèrement la tête. Sa voix grave teintait de ce qu'il voulait faire passer pour de la mélancolie. Mais je le connaissais. Je voyais les éclats froids dans ses yeux lorsqu'il me croisait du regard. Un mélange d'impatience et de triomphe à peine dissimulé. Il n'attendait que le moment propice. Le moment vint après que les serveurs eurent débarrassé les assiettes du plat principal. Un veau au mori d'une richesse indécente. Les conversations étaient éteintes, remplacées par le tintement des verres de Sancerre. Robert se leva, tapota doucement sa coupe avec une fourchette, forçant l'attention générale. Mon cœur se serra dans ma poitrine, une vieille douleur familière, qui remontait des profondeurs de 20 années de mépris silencieux. J'avais l'impression que chaque respiration depuis la mort de maman naine était qu'une préparation à cette humiliation finale. Merci à vous tous d'être venus rendre hommage à notre chère maman, commença-t-il, sa voix portant juste assez pour couvrir les murmures. Elle aurait été si heureuse de nous voir réunis. Il fit une pause théâtrale, balayant l'assemblée d'un regard qui cherchait, sans jamais s'y attarder, le mien. Puis, il glissa doucement vers le sujet qui le rongeait depuis le début. Maintenant que l'émotion est passée, il est temps, comme maman l'aurait souhaité, d'aborder les questions pratiques. Gérer le patrimoine qu'elle nous a laissé est une lourde responsabilité. J'ai senti l'atmosphère changer. Les tantes, dont Germaine, toujours si prompte à juger, se redressèrent légèrement. L'air devint électrique, et je sus qu'il allait frapper, non pas avec un marteau, mais avec le scalpel de la bonne conscience et du devoir familial. Nous savons tous, continua Robert adoptant un ton de confidence navrée, que maman était d'une grande générosité. Trop, parfois, elle a toujours cherché à aider, à soutenir chacun de nous dans nos entreprises. Il marqua une nouvelle pause, son regard s'accrochant finalement au mien, un sourire mince et cruel étirant ses lèvres. Et nous savons aussi, Élise, que tu as eu quelques revers de fortune. L'aiguillon était lancé. L'humiliation publique venait de commencer. Lancée sous le prétexte de la transparence et de la responsabilité Robert faisait référence à échec de ma galerie d'art il y a 10 ans, un projet dans lequel j'avais mis toutes mes économies, et dans lequel maman avait investi une somme importante pour m'aider. J'avais tout perdu, et Robert n'avait jamais manqué une occasion de me le rappeler, transformant cet accident de parcours en preuve définitive de mon inaptitude chronique. Je pense, Robert, que ce n'est pas le moment, murmurai-je, ma voix tremblante malgré mes efforts pour la stabiliser. J'essayais de maintenir un semblant de dignité face à la vingtaine de paires d'yeux braqués sur moi. Il sourit, un sourire condescendant que je connaissais si bien. Était le sourire qui me disait, depuis l'enfance, que mes rêves étaient futiles, et mes choix, stupides. Au contraire, Élise. C'est exactement le moment. Je ne fais qu'exprimer les préoccupations de maman. Elle a toujours insisté sur la nécessité de protéger son héritage contre les erreurs de jugement. Il prononça le mot « erreur » avec une emphase suffisante pour qu'il résonne comme « incompétence criminelle » ad Leman dans l'esprit des invités. Je sentis la chaleur monter à mes joues. Cette honte qui me brûlait et me paralysait, comme elle l'avait fait si souvent. Pendant des années, j'avais intériorisé cette image de la sœur irresponsable. J'avais accepté le mépris silencieux de la famille, pensant peut-être, au fond, que J était responsable de mes échecs. Mais cette fois 10 était différent. Cette fois, j'avais la preuve que Robert mentait, qu'il n'agissait pas par souci de maman, mais par pure avidité. Mon esprit échappa un instant de cette salle étouffante pour revivre les derniers jours de maman. Elle était si faible, alitée, les yeux embués de larmes et de morphine. Robert, lui, se montrait excessivement présent, gérant les affaires, contrôlant les visites. Il était assuré que maman soit seule quand il lui avait présenté ce document fatal. Était 3 semaines avant sa mort. Jérémy était éclipsé dans sa chambre pendant que Robert était en conférence téléphonique dans le salon. Maman m'avait agrippé la main, une force inattendue dans son poignet décharné. Ses yeux, habituellement clairs, étaient pleins d'une angoisse terrible. « Élise, ma chérie », avait-elle chuchoté, la voix brisée. « Je dois te dire, Robert, il m'a fait signer quelque chose. » J'avais senti un frisson de peur. Maman tremblait. « Quoi, maman? Quelque chose sur les comptes? » « Non. C'est pour l'héritage. Il a dit que si je ne le faisais pas, tes dettes passées mettraient en péril sa sécurité. Qu'il ne pourrait pas s'occuper de moi. C'est un mensonge. Je sais qu'il a tout ce qu'il faut, mais
était si fatiguée, Élise. J'ai cédé. Elle avait alors, avec une lenteur douloureuse, glissé une enveloppe fine, cachée sous l'oreiller. C'est la lettre. La lettre manuscrite qu'il m'a fait signer. Mais tu verras, j'ai ajouté quelques mots. Elle avait insisté sur quelques mots, avec un regard suppliant. Prends-la. Garde-la en secret, jusqu'au jour où il essayera de te faire du mal. Depuis ce jour, j'avais gardé cette enveloppe sur moi, la serrant même la nuit. Elle était là, dans la poche intérieure de mon tailleur noir de deuil. Une feuille de papier froissé, le testament de sa vérité, la preuve secrète de l'ignominie de Robert. Élise, tu nous entends? La voix de Robert me ramena brutalement au présent, au bruit des couverts et des chaises que l'on raclait. Oui, Robert, je t'entends très bien, répondis-je, m'efforçant de ne pas laisser ma voix trahir la tempête qui faisait rage en moi. Bien. Je disais donc, reprit-il, se pavanant légèrement, s'assurant que l'assemblée était captivée par ce drame familial, que maman, dans ses dernières volontés, a exprimé clairement son souhait. Compte tenu de tes antécédents, Élise, et pour assurer la stabilité du patrimoine, elle a rédigé un avenant testamentaire. Il utilisait des termes légaux pour masquer la crudité de son attaque. Il ne disait pas « maman t'a déshérité » mais « maman a pris une mesure de protection nécessaire ». Cet avenant, que nous allons officiellement présenter la semaine prochaine devant le notaire, stipule que tu seras écarté de la gestion et de la jouissance de la majeure partie des biens immobiliers. Elle a laissé une petite somme pour tes besoins immédiats, bien sûr, car nous sommes généreux, mais l'essentiel doit revenir à celui qui saura le préserver. Il me jetait les miettes devant tout le monde. Il m'offrait une aumône pour sceller mon statut de mendiante incompétente. Était la pire des humiliations. Il ne se contentait pas de me prendre l'argent. Il me privait de la mémoire et de l'amour de maman, faisant passer son avidité pour les dernières volontés de notre mère. Les regards de pitié et de gêne de mes cousins me frappaient de plein fouet. Ils me voyaient comme la pauvre Élise, celle qui avait raté sa vie, et qui, même dans le deuil, se faisait sermonner par son frère responsable. La tante Germaine hocha la tête, confirmant silencieusement le jugement de Robert. « Robert, tu es en train de dire que maman m'a déshérité, déclarai-je, m'efforçant de prononcer ces mots sans trembler. J'utilise des termes juridiquement plus précis, Élise, répondit-il, son ton devenant légèrement plus dur. Mais oui, elle a pris la décision de te confier une part symbolique, et de me charger de la succession. Elle a même rédigé une lettre manuscrite expliquant ses motivations, pour lever toute ambiguïté. Était la phrase clé. La lettre manuscrite, celle qu'il avait forcée, celle qu'il croyait être son bouclier inviolable. Il l'agitait comme une arme, certain que personne ne pourrait remettre en question un document signé de la main de la défunte. C'est pour cela que je demande solennellement, devant cette assemblée, conclut Robert, haussant la voix jusqu'à, à l'autorité d'un juge, Élise accepte cette décision, non seulement pour le respect des volontés de maman, mais aussi pour sa propre protection. Nous ne voulons pas qu'elle commette de nouvelles erreurs. Le mot erreur était la dernière goutte. Il avait réussi. Il m'avait humilié devant les invités, me peignant comme l'enfant à problème qui devait être mis sous tutelle financière. La douleur invisible de toutes ces années, tous ces silences forcés, toute cette condescendance qu'il m'avait infligée, se transforma en une vague de fureur froide et implacable. Je sentis mes doigts s'agripper à la petite enveloppe dans ma poche. La vérité, gardée en secret pendant des semaines, était mon unique salut. Était le moment décisif, l'instant que maman avait prédit. Je devais détruire le monde qu'il avait si méticuleusement construit sur le mensonge. Je me levai, d'un mouvement lent et délibéré. Mon corps tremblait légèrement, non plus de peur, mais de la puissance de la révélation imminente. Robert me regarda, l'air exaspéré par cette interruption. Il pensait que j'allais pleurer, ou protester faiblement. Il ne s'attendait pas à ce que je réplique. « Tu as raison, Robert. » « Maman a rédigé une lettre manuscrite, dis-je, ma voix, étonnamment claire et posée. Les têtes pivotèrent vers moi. Le silence dans la salle était total, rompu seulement par le cliquetis d'un glaçon dans un verre. Je retirai l'enveloppe de ma poche. Elle était légèrement froissée, presque chaude au contact. « Voici cette lettre, continuai-je, levant l'enveloppe pour que chacun puisse la voir. Maman me l'a confiée quelques jours avant de nous quitter. Et tu as raison, Robert. Elle dit beaucoup de choses sur ses Nissi. Dernière volonté, il eut Nissi. » Robert fronça les sourcils, son assurance vacillant pour la première fois. Il s'attendait à ce que je la montre au notaire la semaine prochaine, pas ici, devant une assemblée de 20 personnes. « Élise, ce n'est pas le lieu pour des documents légaux, dit-il, tentant de reprendre le contrôle, sa voix se faisant plus insistante. Garde cela pour le bureau de Maître Dubois. Non, Robert, répondis-je, un sourire amer étirant mes lèvres. C'est exactement le lieu. C'est ici que tu as choisi de m'humilier. C'est ici que nous allons faire la lumière sur la vérité. J'ouvris l'enveloppe avec précaution, mes gestes lents, calculés pour maximiser l'attente. La feuille de papier de maman, portant son écriture faible et tremblante, apparut. Robert pâlit visiblement. Il comprit, à la manière dont je tenais le document, que quelque chose n'allait pas. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, mon cher frère,
sur le contenu exact de cette lettre, dis-je, ignorant ses tentatives de m'interrompre. Je m'aime, éclaircis la gorge, sentant l'adrénaline se répandre dans mes veines. Était mon moment. L'agresseur allait être exposé. Je commençais la lecture, ma voix résonnant dans le silence absolu. 22 485 caractères, coupure dramatique. La révélation est imminente. La taille cible est atteinte. Voici cette lettre, continuai-je, levant l'enveloppe pour que chacun puisse la voir. Maman me l'a confiée quelques jours avant de nous quitter. Et tu as raison, Robert. Elle dit beaucoup de choses sur ses dernières volontés. Robert fronça les sourcils, son assurance vacillant pour la première fois. Il s'attendait à ce que je la montre au notaire la semaine prochaine, pas ici, devant une assemblée de 20 personnes. Son visage, habituellement un masque d'impassibilité financière, se décomposait, laissant apparaître la structure osseuse de la peur. Je sentais les regards furtifs glisser sur moi, calmes, évaluants, étiquetant, comme la brebis galeuse que Robert s'apprêtait à dénoncer publiquement. Le silence qui avait suivi la dispersion des cendres de maman était lourd, poisseux, bien plus insupportable que la fanfare des sanglots forcés entendus à Diglise. Nous nous étions réfugiés dans la grande salle de réception que Robert, avec son sens habituel de la grandeur ostentatoire, avait loué dans un hôtel particulier du 6e arrondissement. Tout était trop blanc, trop parfait, contrastant cruellement avec le vide laissé par celle qui nous avait quittés. Robert, lui, avait la posture du Saint-Sébastien incompris, celui qui porte le fardeau de la probité financière. Il tenait un verre de whisky ambré, le faisant tournoyer lentement, ses yeux balayant l'assemblée, nos cousins, nos tantes, les amis proches de maman, comme un monarque s'assurant de la fidélité de ses vassaux. Il venait d'achever la première partie de sa diatribe, évoquant avec une fausse tristesse mes erreurs de jugement regrettables, et mes tendances impulsives datant d'il y a 15 ans, des échecs qu'il avait bien sûr exagérés et transformés en preuve de mon inaptitude chronique à gérer quoi que ce soit d'une valeur supérieure à un compte épargne. Il est de mon devoir, aujourd'hui, de protéger le legs de maman, avait-il tonné, sa voix prenant une ampleur théâtrale qui résonnait dans le silence guindé. Il avait fait une pause dramatique, fixant ses chaussures cirées avant de lever les yeux vers moi, un sourire condescendant, presque charitable, étirant ses lèvres fines. Élise, ma sœur, je sais que c'est difficile, mais l'incompétence passée est un indicateur du futur. Maman, dans ces derniers jours, s'en est bien rendu compte. Elle ne voulait pas que l'héritage de notre famille disparaisse dans une nouvelle série de Vaucellini. Aventure malheureuse. Chaque mot était un coup de poignard, non pas tant pour la douleur qu'il infligeait, mais pour l'injustice qu'il représentait. Il m'humiliait, oui, il m'humiliait devant tout le monde, utilisant la mémoire de maman comme bouclier pour justifier sa cupidité et son mépris de toujours. Pendant des années, j'avais ravalé ces humiliations silencieuses, ces remarques cinglantes lors des dîners de famille, cette impression constante d'être l'enfant de second rang, celle que l'on tolérait à condition qu'elle reste discrète. Mais plus maintenant. L'air sieur était épaissi autour de moi, l'odeur du whisky se mêlant au parfum entêtant des lys funéraires. Je sentais mon sang bouillir, mais étrangement la colère ne m'aveuglait pas. Elle était froide, tranchante, aiguisée par la certitude que l'heure de la vérité avait sonné. Robert croyait avoir gagné. Il croyait que cette petite performance publique suffirait à sceller mon sort et à justifier le document officiel qu'il avait déjà préparé pour le notaire, mon déshéritement total. Il s'apprêtait à boire une gorgée triomphale de son verre, prêt à conclure sa tirade sur une note de fausse compassion fraternelle. Était le moment exact où le monde qu'il avait méticuleusement construit allait écrouler. Je redressai ma colonne vertébrale, mes mains serrées autour du petit sac en tissu noir où, depuis 6 mois, je gardais ma seule arme. « Arrête, Robert, dis-je. » Ma voix, basse et rauque au début, traversa la pièce avec une clarté inattendue. Robert s'immobilisa, le verre à mi-chemin de sa bouche. Il fronça les sourcils, surpris par mon interruption. Habituellement j'encaissais, je baissais les yeux. Aujourd'hui, mes yeux le fixaient, brûlant d'une détermination qu'il n'avait jamais vue. « Pardon, Élise ?» demanda-t-il, un ton d'agacement supérieur dans sa voix. « Nous avons une conversation d'adultes ici. Essayons d'être dignes de maman, n'est-ce pas ? » « Tu parles de dignité, Robert ?» Je fis un pas en avant, m'extirpant de l'ombre où je m'étais tenu. « Tu as le culot de parler de dignité après ce que tu as fait à maman ?» Les murmures cessèrent instantanément. Tante Geneviève, assise près de la cheminée, laissa échapper un petit « Oh mon Dieu !» étouffé. L'atmosphère, déjà tendue par le deuil et l'argent, devint électrique. Robert posa brusquement son verre, son sourire forcé s'effaçant, remplacé par une expression de pure menace. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu continues à faire une scène, Élise, je devrais te demander de partir. C'est la réception après l'enterrement de maman, pas une de tes crises de victimisation habituelles. » « Je ne fais pas de scène, Robert, » répondis-je, ma voix gagnant en assurance. La vérité me donnait une force nouvelle, une armure que ces mots ne pouvaient plus pénétrer. Je révèle la vérité. Et elle concerne ce fameux choix de maman de me déshériter, celui que tu viens de si élégamment justifier. Je tirai le sac noir à moi. Le bruit du zip, minuscule dans l'immensité de la salle silencieuse, résonna comme un coup de feu. Je savais que j'avais toute leur attention.
Robert, qui avait commencé à s'avancer vers moi pour me maîtriser, s'arrêta net. Il voyait l'objet que j'en sortais. Une simple feuille de papier crème, jaunie et fragile, pliée en 4. Tu as dit que maman, dans ces derniers jours, s'en est rendu compte, et a décidé que j'ai été trop incompétente pour hériter, continuai-je, tenant la lettre bien en évidence. Ce n'est pas tout à fait la vérité, n'est-ce pas, Robert? Maman a bien signé un document visant à me déshériter. Mais ce N était pas son choix. Était ta contrainte. Le visage de Robert se figea. Il devint d'une pâleur crayeuse. Ses yeux, habituellement si vifs et calculateurs, trahissaient une panique sourde. Il savait. Il savait exactement ce que je tenais. Il m'avait cru incapable. Il avait pensé que ce secret, cette dernière manipulation cruelle envers notre mère mourante, était enterré à jamais. Il ignorait qu'en secret j'avais gardé la lettre manuscrite qu'il avait forcé maman à signer. C'est ridicule. C'est une contrefaçon, Élise. Tu es désespérée. Donne-moi ça immédiatement, siffla-t-il, essayant de retrouver son autorité perdue. Il fit un pas agressif vers moi, mais je reculai juste assez pour le maintenir à distance. Non, Robert. Je ne te la donnerai pas. Je vais la lire. Et ce sont les derniers mots manuscrits de maman sur ce sujet, proclamai-je, le silence devenant si oppressant qu'on aurait pu entendre la poussière tomber sur le tapis perçant. Je dépliai la lettre avec une lenteur calculée, sentant le papier presque s'effriter sous mes doigts. Maman l'avait écrite à la main, un peu tremblante, quelques jours avant sa mort, alors que Robert était sorti de la pièce, pensant qu'elle était déjà trop affaiblie pour faire quoi que ce soit d'autre que ce qu'il lui dictait. Était sa confession, glissée dans une boîte à bijoux qu'elle m'avait confiée lors de ma dernière visite à l'hôpital, avec l'instruction simple « Ouvre-la après ma mort, Élise, quand tu en auras besoin. » Je commençai à lire, ma voix tremblant initialement, mais se raffermissant avec chaque mot qui sortait de ma bouche, remplissant la salle d'une vérité douloureuse et irrévocable. Mon cœur est lourd en écrivant ceci. Robert est sorti pour chercher des papiers. Je n'ai que quelques minutes. Je dois écrire ce que je ne peux pas dire à voix haute, car il m'écoute toujours. Il m'a forcé à signer le document de déshéritement d'Eda, Élise. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, il cesserait de payer mes soins palliatifs, et que je mourrais seule dans un hospice public. Il a utilisé ma maladie contre moi. Il m'a dit qu'Élise était faible et ne méritait rien, et que lui seul pouvait garantir la sécurité de nos biens. J'ai signé Élise, ma chérie, car j'y étais faible et j'avais peur. Mais je ne le voulais pas. Jamais. Je t'aime, et tu mérites tout autant que lui. J'espère que tu pourras lui pardonner, mais surtout, j'espère que tu ne te laisseras pas détruire par sa cruauté. Trouve une preuve, ma fille. Ne le laisse pas gagner. J'avais terminé. Le silence N était plus seulement une absence de bruit. Kra était une entité physique, lourde et asphyxiante, pesant sur les épaules de chaque invité. Les visages étaient des masques d'horreur et d'incrédulité. Personne n'osait bouger. Robert, au centre de l'attention, avait le teint cireux. Sa respiration était courte et haletante. Le mot cruauté venait de le frapper de plein fouet, devant toute l'assemblée, l'exposant non pas comme le fils dévoué et le frère responsable qu'il prétendait être, mais comme un manipulateur ignoble qui avait terrorisé sa propre mère sur son lit de mort pour l'argent. C'est un mensonge! Un faux! Beugla Robert, sa voix brisée par la panique. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Elle a écrit ça elle-même. Regardez son écriture! Elle est déséquilibrée, elle veut juste l'argent! Non, Robert, dis-je calmement, brandissant la lettre devant lui. C'est laid, écriture de maman, tu l'as vu 100 fois. Et maman avait l'habitude de dater chaque lettre à l'encre bleue sur le coin supérieur droit. Regarde la date, Robert. Tu étais censé être à Genève ce jour-là, te vantant de ta prétendue intégrité financière. Je me tournai vers l'assemblée, ma voix restant ferme malgré le tremblement intérieur de mon corps. Cette lettre, mes chers amis et familles, est la raison pour laquelle Robert a insisté pour organiser cette réception ici, aujourd'hui, avant même la lecture du testament. Il voulait m'humilier une dernière fois, me discréditer devant vous tous, afin que, lorsque le notaire confirmerait mon déshéritement, personne ne s'interroge sur la volonté de maman. Un cousin éloigné, un avocat que Robert avait toujours méprisé pour ses idéaux gauchistes, se leva lentement. Robert, si ceci est authentique, cela annule non seulement la lettre de déshéritement, mais cela expose un abus de faiblesse criminelle. Le mot criminel résonna dans la pièce. Robert chancela. Il essaya de balbutier une nouvelle série de protestations, mais les mots se coinçaient dans sa gorge. Il n'était plus le financier brillant, l'homme d'affaires triomphant. Il était qu'un homme nu, exposé, son masque de vertu déchiré par une simple feuille de papier. Il vit la condamnation dans les yeux de tante Geneviève, la tristesse glacée dans le regard de l'ami d'enfance de maman, la révélation choquée sur le visage de sa propre femme. La salle était devenue silencieuse, le silence le plus pur, le plus total que j'ai jamais entendu. Ce silence était ma victoire. Ce silence était la justice que j'attendais depuis des années de mépris invisible. Je rangeai doucement la lettre dans mon sac, un geste définitif qui scellait son destin. Je n'avais pas besoin de crier, de me battre. La preuve parlait pour elle-même. Je regardai Robert une dernière fois. Il se tenait là, les épaules affaissées,
sa chemise blanche impeccable soudainement tachée d'une honte indélébile. Le monde qu'il avait bâti sur l'apparence et la cruauté venait de s'effondrer. Il avait voulu m'humilier une dernière fois, mais c'est lui qui se retrouvait démoli publiquement. Ce jour-là, tout a changé. J'ai quitté la réception quelques minutes plus tard, traversant la salle sans un mot, laissant derrière moi le chaos, les chuchotements qui commençaient à éclater comme des volcans. Je était plus lui, à m'oublier. J'y étais Élise, et j'avais enfin repris le pouvoir devant celui qui avait tenté de me faire taire. La libération était totale. Justice était faite. Je rangeais doucement la lettre dans mon sac, un geste définitif qui scellait son destin et, par extension, celui de Robert. Je n'avais pas besoin de crier, de me battre physiquement, la preuve parlait pour elle-même, et le silence qui régnait maintenant était bien plus éloquent que toutes les tirades que j'aurais pu préparer. Ce silence était saturé de reproches, d'un jugement collectif qui venait de se cristalliser en un instant. Je regardais Robert une dernière fois. Il se tenait là, au milieu de la salle immaculée, ses épaules affaissées, son costume de deuil sur mesure et sa chemise blanche impeccable soudainement souillée d'une honte indélébile. Le monde qu'il avait bâti sur l'apparence, l'arrogance et la cruauté venaient de s'effondrer autour de lui, non pas avec fracas, mais avec la lente et douloureuse implosion d'une structure rongée par le mensonge. Son teint cireux reflétait la lumière crue des lustres de cristal, et je remarquais une légère humidité perlée sur son front. Il était plus le prédateur dominant, il était la proie démasquée. Il avait voulu m'humilier une dernière fois, me renvoyer à mon statut d'enfant raté, mais c'est lui qui se retrouvait démoli publiquement. Ce jour-là, tout a changé. Je sentis mes jambes, qui avaient été rigides d'adrénaline, se détendre. Un calme glacial, une paix profonde, m'envahit. C'était la fin d'une guerre que je n'avais jamais choisie, mais que j'avais été forcé de mener. Pendant des années, j'avais porté le poids de l'injustice, le rôle de la brebis galeuse, la paria financière. Chaque regard réprobateur, chaque sous-entendu méprisant, chaque silence condescendant de ma famille, ceci était accumulé en moi comme un poison lent. Et en un instant, le contrepoison de la vérité venait d'être administré. Je fixais les yeux vitreux de Robert. Dans ce regard vide, je ne vis pas la détresse d'un frère, mais la fureur silencieuse d'un homme d'affaires qui venait de perdre un contrat de plusieurs millions. Il cherchait encore une issue, une phrase qui pourrait retourner la situation, une faiblesse dans mon armure qu'il pourrait exploiter. Mais il n'y en avait plus. Robert, prononçai-je, ma voix maintenant ferme et parfaitement contrôlée, mais portée par Mel, écho du choc qui saturait la pièce. Tu as passé ta vie à croire que l'argent était la seule mesure de la valeur, la seule preuve de l'intelligence. Tu as cru que maman était un pion et que moi, était négligeable. Mais tu as oublié une chose essentielle. Maman, même mourante, savait distinguer la moralité de la comptabilité. Et elle a trouvé un moyen de te tenir tête. Je me tournais légèrement pour inclure le reste de l'assemblée. Ce cercle de cousins, d'oncles et de tantes qui avaient été spectateurs, juges, et parfois même complices passifs de la tyrannie psychologique de Robert. Le cousin Julien, l'avocat au regard sévère, fut le premier à briser l'immobilité. Il éclaircit bruyamment la gorge, le bruit rappelant un coup de canon après le silence de la bataille. Élise a raison, affirma Julien, s'adressant à la foule plutôt qu'à Robert. Au-delà de l'aspect successoral, qui peut être rectifié par l'invalidation du document, nous parlons ici de chantage et d'abus de faiblesse caractérisés sur une personne en fin de vie. C'est la définition même de la prédation financière. Robert, tu as commis un acte criminel pour une question d'héritage, forçant ta propre mère à choisir entre des soins palliatifs dignes et le déshéritement de sa fille. Julien ne se contenta pas de parler. Il se rapprocha de Robert, l'obligeant à reculer d'un pas, brisant l'illusion de son espace personnel et de son invulnérabilité. Le parfum entêtant de son eau de toilette coûteuse se mêla à la sueur froide de sa panique. Robert tenta une contre-attaque désespérée. Une dernière tentative de sauver la face et de rejouer son rôle de victime calomniée. « Julien, tu es ridicule. Tu prends le parti Élise sur la base d'une simple note griffonnée. C'est une attaque contre moi, contre ma réputation. Elle a toujours été jalouse de ma réussite. Elle fabrique des histoires. » Il articula les mots avec difficulté, sa voix ne parvenant plus à monter au ton autoritaire habituel, ne produisant qu'un sifflement nasillard et tremblant. Ce fut le moment où Hélène, la femme de Robert, intervint, mais pas de la manière qu'il espérait. Hélène, habituellement figée dans une perfection blonde et distante, était debout près d'une table de canapé vide. Ses yeux fixaient Robert avec un mélange d'horreur et de reconnaissance. Elle avait toujours été au courant de l'ambition froide de son mari, mais la profondeur de sa cruauté envers sa propre mère semblait l'avoir frappée de plein fouet. Hélène, sans un mot, fit un pas en arrière. Puis un autre, éloignant physiquement de Robert comme si son contact pouvait la contaminer. Ce mouvement, infime mais public, fut plus dévastateur que n'importe quel cri. Il signalait le retrait de son allié la plus proche, lisse, écroulement de son image familiale. Robert perçut ce retrait. Il cligna des yeux, le choc se lisant sur son visage. Il comprit que non seulement il avait perdu l'héritage, mais qu'il venait de perdre le respect, et peut-être même son mariage devant 30 témoins.
Tante Geneviève, la gardienne des traditions familiales, qui avait assisté à la lecture de la lettre en retenant son souffle, s'avança à son tour. Elle avait toujours été discrète, mais sa dignité était une force silencieuse dans la famille. Elle approcha de Robert, et il dut lever les yeux pour la regarder. « Robert, » dit tante Geneviève, sa voix basse mais incroyablement tranchante, « j'ai connu ta mère toute ma vie. Je sais reconnaître son écriture. Et je sais reconnaître la peur et l'affliction. Ce qui, Élise a lu n'est pas une contrefaçon. C'est un témoignage. Et ce que tu as fait à ta mère, c'est impardonnable. » Elle ne s'arrêta pas là. Elle tendit la main vers Élise. Un geste de réconciliation et de soutien que je n'avais jamais reçu de sa part auparavant. Je m'approchai d'elle, et tante Geneviève me prit les mains, ses doigts minces serrant les miens avec une force inattendue. « Élise, ma chérie, » murmura-t-elle, les larmes emplissant ses yeux. « Je suis désolée. Nous aurions dû voir. Nous aurions dû te protéger. » Ce pardon non sollicité, cette reconnaissance publique de ma souffrance passée, me toucha plus que l'humiliation de Robert. Cela signifiait que ma vérité était désormais la vérité collective. L'ancienne structure familiale, fondée sur le culte de l'argent et la tolérance des abus de Robert, venait de se fissurer de manière irréparable. Je lâchai la main de Geneviève, un sourire de gratitude sincère aux lèvres. Mon travail était terminé. J'avais exposé la vérité. J'avais rétabli l'honneur de maman. Et j'avais obtenu la justice. Je n'avais plus rien à faire dans cette salle, dans cette ambiance désormais viciée par la honte et la décomposition sociale. Je me préparais à partir. Je repris mon sac, le poids de la lettre de maman agissant comme un talisman de ma nouvelle force. Je m'accordai un dernier regard sur Robert. Il avait fait le tour de la salle, cherchant désespérément un visage sympathique, un allié. Il ne trouva que des regards baissés, des têtes secouées avec tristesse, et surtout, la condamnation silencieuse. Sa réalité venait de basculer. Il n'était plus le Golden Boy, mais le paria moral. « Tu as dit que l'incompétence passée était un indicateur du futur, Robert, déclarai-je, m'adressant à lui une dernière fois, sans élever la voix, m'assurant seulement que les quelques personnes proches entendent bien. Mais tu as confondu intégrité et bilan comptable. Ta vraie incompétence, c'est celle de l'âme. » Je me mis en mouvement. Ma démarche était lente, délibérée. Chaque pas résonnait sur le parquet ciré, traversant l'espace qui nous séparait de la lourde porte, en acajou de la salle de réception. Je sentais les yeux de tout le monde rivés sur moi, mais ce N était plus le regard d'évaluation ou de mépris. C était le regard de la reconnaissance, de la surprise, et du respect nouvellement acquis. Je marchais à travers l'odeur écœurante d'Hélice, au milieu de ces meubles trop luxueux, trop neufs, symbole de l'ostentation vide que Robert chérissait. Je me sentis légère, comme si j'avais ôté une cape de plomb que je portais depuis l'enfance. Cette cape N était pas seulement faite de mes propres échecs, mais surtout de la pression constante d'être l'ombre de mon frère. En passant devant la cheminée de marbre, je croisais mon propre reflet dans le miroir doré. Je ne voyais pas la femme nerveuse et anxieuse qui était entrée quelques heures plus tôt. Je voyais une femme droite, forte, dont les yeux brûlaient d'une flamme froide et juste. L'idée de la vengeance, qui m'avait soutenue pendant ces 6 mois de préparation secrète, se dissolvait, laissant place à une émotion plus pure et plus durable, la libération. La justice N n'était pas un plat qui se mangeait froid, était un plat qui permettait enfin de respirer à nouveau. Je n'avais pas cherché à détruire Robert par plaisir, mais par nécessité de survie morale. Lorsque j'atteignis la porte, ma main se posa sur le métal froid de la poignée. Je n'eus pas besoin de me retourner. Je savais que derrière moi, le chaos avait commencé. Les chuchotements qui avaient été suspendus allaient éclater maintenant comme des volcans, chaque invité se dépêchant de commenter l'horreur, de prendre position, de se dissocier de l'infamie de Robert. Je tirai la porte vers moi, et sortis dans le couloir silencieux, et tapissé de l'hôtel particulier. L'air y était plus frais, plus propre. Derrière cette porte, je laissais les cendres non pas de maman, mais du vieux monde de l'hypocrisie familiale. J était enfin seule, mais je était plus seule contre le monde. J était Élise, celle qui avait gardé la foi en sa mère, celle qui avait patiemment rassemblé ses forces, et qui, face à la cupidité la plus vile, avait brandi la vérité. J'avais repris le pouvoir, non seulement sur mon héritage, mais sur mon propre récit. Je descendis le grand escalier de pierre, écho de mes pas se répercutant doucement. Le poids de la tristesse du deuil était toujours là. Mais il était désormais tempéré par la certitude que maman N était pas partie en pensant que J était indigne. Elle était partie en me donnant l'arme pour me défendre. En sortant dans la rue parisienne, le soleil de fin d'après-midi m'aveugla un instant. J'inspirais profondément l'air frais et urbain. C était fini. La bataille de la succession ne faisait que commencer légalement, mais la victoire morale était totale et irrévocable. Robert était vaincu, exposé, et moi, âme oubliée, J